Yarana, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité. Des professionnels de santé toujours éreintés au centre hospitalier de Taoné. Malgré une baisse des hospitalisations, le service de réanimation reste sous-dimensionné. Le cannabis thérapeutique pourra-t-il enfin voir le jour? Nicole Sanquer amorce le processus législatif avec un projet de loi de pays en espérant que les clivages politiques disparaissent au moment de son étude. Mais avant, le député Moïtei Broderson avait engagé le débat au plan national. Il est l'invité de ce journal. Après avoir vendu leur mérite, le gouvernement ne veut plus des mastodontes des mers. Priorité sera donnée aux bateaux de croisière implantés en Polynésie pour réguler les flux. Et enfin, 3 lycéens représenteront la Polynésie au concours national du meilleur apprenti de France dans 3 catégories. Dernier préparatif avant le départ et vous allez le voir à la fin de ce journal. Ils sont talentueux. La décrue de l'épidémie se poursuit chaque jour en Polynésie. Selon les chiffres officiels, 119 personnes sont encore hospitalisées. Ce sont 43 de moins qu'il y a 7 jours. On pourrait alors imaginer que l'heure est au repos pour le personnel soignant, mais non, car le nombre de malades pris en charge est supérieur à la normale. Il serait 34 encore aujourd'hui, quand le service peut en accueillir 18. Si nous avions passé le pic épidémique, les soignants sont toujours sur le pied de guerre et le mot « vacances » ne fait toujours pas partie de leur vocabulaire. Nicolas Suir, Patita Savea. Oui, mais j'ai passé le médecin, j'ai passé le bras, donc on décale un peu. Je te rappelle. Pas suffisamment de bras dans le service de réanimation, juste assez pour parer au plus urgent. 27 patients covidés sont répartis un peu partout dans l'hôpital à cause du manque de place. Pas de repos pour cette infirmière, indispensable au fonctionnement du service. Elle est l'une des seules à savoir utiliser cette machine, un poumon artificiel, car sa patiente a perdu l'usage des siens. On prend le sang que la patiente n'arrive pas à oxygéner. On l'oxygène en le passant dans la machine, dans la membrane, et on lui rend le sang oxygéné. Donc c'est vraiment un poumon artificiel. Les 71 soignants du service de réanimation sont tout aussi indispensables à son fonctionnement. Mais ils sont soumis à une accumulation importante de stress. L'intensité de l'activité et les émotions fortes suscitées par la perte des patients les malmènent. Nombreux sont ceux à être éreintés aujourd'hui. Ce qu'on craint, c'est l'avenir, c'est-à-dire les mois d'après. Est-ce qu'il n'y aura pas un revers de médaille de tout ça? On sait que la moitié des soignants souffrent déjà de troubles psychologiques, entre parenthèses, mais je parle par exemple d'insomnie, de fatigabilité, de douleurs somatiques comme de douleurs de dos, etc. En espérant que ça ne va pas s'acutiser par la suite et que ça ne devienne pas des choses qui vont devenir chroniques. Dans ce service aménagé pour la réanimation, les soignants se démènent pour continuer à s'occuper des malades tout en encaissant choc après choc. Sur les 8 patients que j'avais en charge avec mon binôme infirmier, sur les 8, 7 sont décédés et un est sorti d'affaire. Pas de l'hôpital, mais il est sorti de la réanimation. À chaque début de garde, on se dit quand est-ce que les vacances, parce qu'à un moment donné, il faut qu'on pense aussi à nous. Parce que au bout d'un moment, la charge de travail, elle devenait vraiment lourde. Et voilà, de voir des gens que tu connais, de savoir que c'est des gens qui connaissent tes amis, ta famille, et de faire partie de ce genre de schéma où voilà, tu prends en charge 8 patients. Sur les 8, tu n'es pas sûr de les voir ressortir après. Ouais, c'était difficile. 60 heures par semaine en moyenne, c'est la lourde charge de travail du personnel de ce service. Sans compter que les réservistes vont bientôt partir. Une solution leur permettrait de souffler, créer une réserve sanitaire en Polynésie. Et c'était une performance inimaginable. Il y a encore quelques semaines, le cap des 50% d'habitants entièrement vaccinés a été franchi. 140 510 Polynésiens possèdent aujourd'hui un schéma complet. Et ce terrible bilan en Nouvelle-Calédonie, le territoire passe la barre des 100 décès, 114 exactement en moins de 20 jours. Le dernier décompte de cas positifs est de 7 176 avec un âge moyen de 40 ans. Le service de réanimation
réanimation accueille 57 malades, dont le plus jeune a 27 ans, pour une capacité de 61 lits. Le Medipôle est déjà au bord de la saturation et la vaccination est à la traîne. Près de 32% seulement des Calédoniens ont reçu les 2 doses. C'est un texte qui relance le débat. La députée Nicole Sanquer propose une loi autorisant l'expérimentation du cannabis thérapeutique. Ce projet permet avant tout de mettre en place un cadre légal, car si la volonté politique est bien là, la législation est inexistante. Caroline Fari, Hiro Terurutua. Le cannabis thérapeutique, en Polynésie, on en parle, on en use et on trouve ça plutôt bien. Ça, c'est bon, ce truc-là. Ouais, c'est efficace. Ça guérit beaucoup de maladies. Ça peut servir pour thérapeutiquement pour soigner, mais sinon, tout dépend des personnes. J'ai beaucoup entendu parler de cette plante, c'est une plante médicinale. Et en plus, on est à Tahiti, autant mieux utiliser les plantes. Vous l'avez essayé vous-même? Oui. Donc, pas le cannabis, plutôt la farine de chanvre qui fait que ça amène des protéines végétales et qui peuvent améliorer, si vous voulez, le besoin en sucre naturel pour des protéines, pour alimenter le muscle au lieu d'alimenter la graisse. À la tête du tout nouveau syndicat polynésien du chanvre, Philippe Catelin s'associe au combat de Karl Anihia pour convaincre les élus du bien fondé d'une expérimentation médicamenteuse à base de cannabis. Nous avons rencontré les députés, tout le monde. Ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est qu'aucun de ces interlocuteurs se sont prononcés contre le projet d'extension de cette expérimentation thérapeutique issue au film. Concrètement, le ministère de la Santé travaille déjà une réforme de fond des textes depuis janvier 2020. On me dit qu'à la fin de l'année, on va enfin avoir les résultats. Ça met 2 ans pour modifier ces textes. Deuxièmement, ça a été inclus dans le programme CAP 25 du gouvernement. Le vice-président du PIT, Ari Alpha, s'est positionné en faveur. Mais sans cadre législatif, rien n'est possible. Avec sa proposition de loi, la députée Nicole Sanquer emboîte le pas au député Broderson pour lancer le parcours. Ce n'est qu'une première étape, ce projet de loi de pays. Les conditions de mise en œuvre de cette expérimentation devra faire l'objet d'un projet de délibération à l'Assemblée de Polynésie française. Donc, c'est la deuxième étape législative. Et une fois que ces deux textes seront votés, la main revient au Conseil des ministres pour la partie réglementaire. Comme les 22 pays de l'Union européenne favorables à l'usage thérapeutique de la plante, les élus locaux sont invités à dépasser les clivages politiques pour s'emparer d'un sujet de société qui répond aujourd'hui à un besoin urgent des malades polynésiens. Et sachez que la France, depuis mars, a lancé l'expérience sur 3000 patients durant 2 ans. Et les premiers résultats semblent encourageants. Moïtei Broderson, Yorana, merci d'être sur Polynésie la première. Pensez-vous que cette proposition de loi sera approuvée par l'ensemble des élus? Je ne peux pas préjuger notamment de la position de la majorité. J'espère qu'ils l'examineront, on va dire, en toute objectivité et sans parti pris, parce que je crois que les malades qui souffrent et qui se soulagent aujourd'hui avec des produits à base de cannabis, vous savez, ils n'ont pas de couleur politique. Ils sont malades, qu'ils soient Tapura, qu'ils soient Tavini, qu'ils soient autre chose. Donc il faut qu'on arrive à avoir une vision objective sur ce type de proposition, qui est comme celle qui est faite par ma collègue Nicole Sanquer, que je félicite. Mais voilà, donc après, c'est la majorité qui se positionnera. Il faudra bien, à un moment ou à un autre, de toute façon, amorcer le débat. Il faudra non seulement l'amorcer, mais il faudra le conduire à son terme. Il y a trop d'hypocrisie autour de ce sujet. C'est un sujet qu'on doit pouvoir discuter de manière rationnelle, dépassionnée. On n'est pas en train de... Enfin, tous ceux qui militent en faveur soit de la dépénalisation, soit de la légalisation, c'est pas pour créer une nation de junkies, au contraire. Si on regarde l'exemple du Portugal, ils ont dépénalisé depuis 2000, ça fait 21 ans. Ils ont 21 ans de recul. Et aujourd'hui, ils ont le taux d'addiction le plus faible d'Europe. La France, depuis les mêmes années, n'a cessé d'augmenter les budgets de répression et elle a le taux d'addiction le plus fort d'Europe. Il y a quelque chose qui marche, il y a quelque chose qui ne marche pas.
Enfin, je ne sais pas. Vous pensez que ça pourrait être une réponse pénale aussi par rapport aux planteurs et aux vendeurs d'ailleurs qui sont aujourd'hui dans l'inégalité? Je pense, et beaucoup de personnes avec lesquelles je discute dans les forces de l'ordre pensent qu'il y a beaucoup trop de temps qui est passé par les forces de l'ordre à courir après des petits délinquants du cannabis. Le vrai problème de drogue qu'on a chez nous, c'est le problème de l'ICE. Donc si on pouvait mettre tous les moyens sur l'ICE et laisser tranquille un peu les autres, je pense qu'on y gagnerait tous. Est-ce que cela pourrait être aussi une réponse au chômage? Alors, c'est présenté aujourd'hui un peu comme le nouvel Eldorado. Maintenant, il ne faut pas... Moi, j'aime pas vendre du rêve aux gens. Il y a, c'est vrai, des secteurs liés au cannabis sur lesquels on peut se positionner avec des produits à très forte valeur ajoutée. Il y a d'autres produits, notamment qui nécessitent de très très grandes surfaces et un équipement industriel de transformation sur lesquels on ne va pas pouvoir concurrencer aussi bien l'Europe que d'autres pays qui sont déjà positionnés. Donc oui, il y a un volet économique autour du cannabis. Non, tout le monde ne va pas devenir multimillionnaire du cannabis. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui prendra du temps. Vous aviez demandé l'extension, notamment à la Polynésie, de l'expérimentation qui est faite actuellement en métropole. Cela suppose formation et équipement, peut-être aussi quand on sait que les médicaments utilisés ne sont pas fabriqués en France. Alors oui, en fait, c'est une expérimentation dont le but n'est pas de vérifier si les médicaments en question sont efficaces. Leur efficacité est un postulat de base, puisqu'il y a suffisamment d'études internationales aujourd'hui pour le prouver. C'est une expérimentation sur le circuit de distribution, de prescription et d'approvisionnement. Donc, c'est vrai que les médicaments aujourd'hui, c'est un peu surréaliste. La loi française ne permet pas aux producteurs français d'approvisionner la filière. C'est quand même assez extraordinaire. Donc, ce sont des Suisses, des Israéliens et d'autres qui l'approvisionnent. Et si jamais demain elle était étendue chez nous, il faut quand même bien dire à tous ceux qui aujourd'hui se soignent que ce sont des médicaments qui sont inclus dans le périmètre de cette expérimentation. Ce n'est pas l'huile de Moneuil au cannabis. L'huile qui est fabriquée actuellement, par exemple, par Tahiti Agriculture. Tous les produits qu'on a chez nous et qui soulagent. Les témoignages sont tellement nombreux là-dessus. Mais ces produits-là, malheureusement, aujourd'hui, dans le cadre de la loi nationale et de son extension chez nous, ne peuvent pas, et certainement pas par le biais d'une réglementation locale, ne peuvent pas demain être légalisés. Merci beaucoup, Moïté Broderson, pour toutes ces explications ce soir. Ce n'est donc pas pour demain que le cannabis thérapeutique verra le jour en Polynésie. Les commerçants de Papeete voient leur trésorerie fondre comme neige au soleil. Et si des aides financières sont en place, ils n'en bénéficient pas, à la faute aux critères d'attribution qui tardent à être modifiés. En attendant, les déficits s'accumulent. On nous laisse sur le bas-côté de la route s'indigne un chef d'entreprise. Chiquita Darouzès et Marcel Bonneau ont rencontré ces professionnels qui aujourd'hui sont à bout. Morgane est au bout du rouleau. Confiante, elle a ouvert sa chocolaterie en 2020 dans la rue piétonne du centre Weima. Aujourd'hui, elle a 3 millions de charges fixes et rien dans sa caisse. Comme elle, toutes les entreprises qui ont ouvert l'an dernier sont exclues du dispositif du Fonds de solidarité. Un établissement comme celui-ci, avec beaucoup d'investissements, avec des employés, parce qu'on crée de l'emploi, c'est ridicule. Alors oui, il y a le dièse, et encore, j'attends encore, j'ai fait la demande pour le mois d'août, mais j'attends encore. Mais là, il faut vraiment faire quelque chose parce que les entreprises telles que la mienne ne vont pas s'en sortir. Ce bijoutier aussi se bat pour maintenir son entreprise à flot. Il a accès au premier volet de 178 000 francs, mais cela ne couvre que 10% de ses charges. Et pour avoir accès au fonds de solidarité renforcé, c'est un autre combat. Il y a un critère qui est d'avoir été éligible précédemment au fonds de solidarité, ce qui est le cas de très peu de commerces, de restaurants, de salons de coiffure ou de salons d'esthétique. Concrètement, il faut avoir bénéficié de l'aide en question entre le mois de janvier et juin. L'intersyndicale patronale des commerçants riposte et a adressé ses doléances au commissariat dans lesquelles il demande entre autres le retrait de ce critère limitatif. On nous a demandé de fermer nos commerces administrativement et aujourd'hui on n'a aucun soutien des autorités
A contrario, à Métropole, ils ont eu des solutions pour les charges fixes. Et aujourd'hui, nous, en Polynésie, on ne voit pas les milliards passer. Tout ce que nous demandons, c'est à rencontrer le ministre, le président du gouvernement et le haut-commissaire. Surtout que c'est la plupart des entreprises locaux qui font monter l'économie de ce pays. Et maintenant, on nous laisse sur le bas-côté de la route. Selon le Haut-Commissariat, la demande des organisations patronales a bien été remontée au niveau central. En attendant la réponse de Paris, qui tarde à arriver, certaines sociétés risquent d'ores et déjà d'être en état de cessation de paiement. Les organisations patronales qui avaient également demandé une extension des aides à d'autres secteurs. Le Paul Gauguin reprend du service et c'est à Bora Bora qu'il fait sa première escale, de quoi ravir les prestataires touristiques. Ce navire pourra encore voguer dans les eaux polynésiennes dans les années futures, à l'instar des géants des mers. Eux n'auront plus ce plaisir dès janvier 2022. Les explications de Kaline Yenar et Rosanna Aihota. Le Paul Gauguin retrouve les eaux turquoises de Bora Bora après un an d'absence. 118 passagers vaccinés, c'est une bonne nouvelle pour les prestataires de la perle du Pacifique. Ils viennent seulement de reprendre, c'est un peu calme pour le moment. Mais des fois, ça marche. Là, les bateaux reviennent, c'est super. Comme ça, tout le monde aura du pain sur la planche. Privilégier les navires basés en Polynésie, c'est une des volontés du pays. En 2019, 37 paquebots ont sillonné la Polynésie, dont 9 de plus de 2000 passagers. Le pays veut favoriser ces petits et moyens navires. Dans sa stratégie de développement touristique, le gouvernement a décidé de refuser l'accès aux géants des mers de plus de 3500 passagers. Nous sommes sur un axe d'un tourisme durable et inclusif qui permettent en fait à l'ensemble des îles et à l'ensemble des populations de pouvoir bénéficier des retombées du tourisme. Pour l'île de Bora Bora, dans sa stratégie de développement, de ne pas dépasser 1200 passagers de croisière par jour et donc par escale. Donc c'est vraiment là aussi une volonté de privilégier des navires de petite et moyenne capacité pour préserver le lagon, mais aussi la qualité de service qui fait la réputation de nos îles et la réputation aussi de Bora Bora. Par ailleurs, les infrastructures actuelles sont inadaptées aux navires surdimensionnés. C'est ce qu'a montré l'escale des 6000 passagers du Ovation of the Seas en mars 2019, le seul navire de plus de 4000 passagers à s'être amarré en 2019 et probablement le dernier. À noter que le nombre de croisiéristes a chuté de plus de 49% au premier semestre 2021. Et quel est l'avenir du secteur touristique? Réponse avec Vincent Dropsy, le professeur des universités en sciences économiques et co-directeur du Centre d'études du tourisme en Océanie, sera l'invité café d'Ibrahim Ahmedazi. Et pour lui, l'argent ne sera pas un problème. Après un mois et demi, le 6e vainqueur polynésien du tirage My Million a récupéré son gain à 100 millions de francs pacifiques remporté le 10 août dernier. Le gagnant est un retraité de l'administration qui avait misé à 600 francs seulement. Ce sont des jeunes gens qui ont de l'avenir dans le métier. 3 élèves du lycée hôtelier ont été récompensés pour leur belle performance au concours régional d'un des meilleurs apprentis de France. Keili Teivao, Veihiatua Matotia et Juliano Hiringa vont une fois de plus démontrer leur talent en pâtisserie, cuisine et art de la table en octobre au niveau national cette fois. Et pour être les meilleurs, ils se préparent sans relâche pour se mettre en condition réelle avec leur professeur. Rowan Potoru les a rencontrés. Créer des cocktails uniques en saveur, en couleur, un exercice qu'affectionne particulièrement Keili. Après une médaille d'or au concours régional d'un des meilleurs apprentis de France, elle vise désormais le niveau national à Paris. C'est une passion qui m'a été donnée par ma mère, qui elle aussi qui a fait des études de barman. Là, à Paris, est-ce que tu t'es renseigné un petit peu sur le niveau des autres candidats, les écoles d'où ils viennent, ou pas du tout, tu restes concentré sur toi? Pour ma part, je préfère rester focalisée sur moi et me dire que c'est moi qui vais gagner. L'accueil, la chaleur polynésienne, en fait, on nous donne vraiment un atout dans ce métier, un atout qu'on n'a pas forcément ailleurs. Et je pense que c'est ce qui va nous aider aussi, je l'espère en tout cas, à remporter la médaille d'or.
En pâtisserie également, Vehiatua se prépare minutieusement pour le concours. Tout est millimétré et calibré. On limite les erreurs d'inattention. Toutes les conditions sont réunies pour partir confiant à Nantes. J'ai pas vraiment de crainte. Ça va dans ma tête, c'est vraiment positif et voilà, aller jusqu'au bout. On s'adapte à tout. On va pas se dire on arrive à la maison comme au lycée, comme une boxe. Voilà, il peut faire chaud. Ça va être devant un public. Voilà, il y a plein de comment dire, de paramètres extérieurs qui peuvent être de grains de sable. Ben nous, c'est à lui dire ne crains pas ça. Attention, on peut aller comme ça, on peut faire ça. Voilà. Il y a toujours un plan B, un plan C sur chaque technique. Et en cuisine, c'est le même scénario pour Giuliano Hiriga, 3e candidat au concours. On reste serein, même avec des plats imposés. Je suis impatient, très impatient. Et on s'est entraîné pour. On va essayer de décrocher aussi le titre. Et voilà, quand même un peu stressé. Je porte quand même les couleurs de la Polynésie. A noter que les 3 jeunes hôteliers partiront en France pour la mi-octobre pour le concours Un des meilleurs apprentis de France. Un concours de prestige qui réunira 6000 apprentis parmi plus de 90 métiers différents. Oui, Kylie Teivao, médaillée d'or en art de la table et service, est la première participante polynésienne dans cette catégorie et elle participera donc à la grande finale qui se déroulera à l'hôtel Bristol à Paris. Avant de clore cette édition, cette triste nouvelle, Joseph Caillé, le premier journaliste kanak à avoir intégré la chaîne publique, s'est éteint à l'âge de 71 ans. Lui, qui ne ratait pas un seul festival international du film documentaire océanien, avait notamment dirigé la station de Nouvelle-Calédonie la première et de Wallis et Futuna durant ses 40 ans de carrière. Voilà, c'est la fin de ce journal. L'information principale retenue pour ce mardi 28 septembre. Le cannabis thérapeutique pourra-t-il enfin voir le jour? Nicole Sanker amorce le processus législatif avec un projet de loi de pays en espérant que les clivages politiques disparaissent au moment de son étude. Elle permettra notamment d'étendre l'expérimentation qui a été lancée en mars dernier et pour 2 ans sur 3000 patients. Moïté Broderson, qui avait interpellé le ministre de la Santé, Olivier Véran, s'était déjà intéressé à ce sujet. C'est un débat qu'il faut mener à son terme, dit-il. Vos quotidiens titrent demain sur une enquête de l'ISPF pour la dépêche du Tahiti. Où et comment se dispersent les familles? Pas de Tahiti Info à 7h. Soirée 100% série encore ce soir sur la première. Direction la Nouvelle-Zélande d'abord avec One Lane Bridge, puis la Belgique avec Unité 42. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Très belle nuit, prenez soin de vous et à demain. On se quitte sur ces images de sécheresse à Ouapou. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.